Bonjour à tous, bienvenue dans cette discussion qu'on a intitulée Vais-je avoir Alzheimer, où on avait envie aujourd'hui de vous parler des prédispositions à cette maladie et surtout de tests que l'on peut faire, le polymorphisme ApoE. On vous donnera un petit peu en détail ce que c'est après. On va peut-être commencer par se présenter. Je te laisse introduire, Tennessee, vas-y. Eh bien moi je suis Tennessee, donc je suis naturopathe, j'ai une spécialisation enfant, je suis dans les Yvelines, près de Croissy-sur-Seine, et je suis maman de deux petits bouts, et voilà. Aurélien. Ouais. Donc moi c'est Aurélien, moi je suis aussi naturopathe, alors du côté de Lille. Pas de spécialisation enfant pour moi, je m'occupe que des adultes. Voilà, et sur Lille et aussi en ligne. Et donc, Maëlle Pelletier. Donc, moi, je suis naturopathe dans le sud de l'Isère, un territoire qui s'appelle le Trièves. J'ai aussi une spécialisation enfant, donc je reçois les adultes et les enfants en cabinet. Je fais des visios aussi. Et puis, vous nous retrouvez aussi tous les trois sur nos comptes Instagram et puis sur nos chaînes YouTube. Donc, Aurélien, c'est Aurélien Calonne. Et on partage une chaîne avec Tennessee qui s'appelle Moment Santé, où du coup on parle surtout aux mamans, aux parents et aux enfants. Pour commencer, on va peut-être plutôt essayer de vous définir déjà pourquoi on parle d'Alzheimer et ce que c'est que l'APOE. Et je vais te laisser, Aurélien, commencer. Ouais, du coup pour Alzheimer, on va pouvoir déjà parler d'Alzheimer, voir ce que c'est. Donc c'est une maladie neurodégénérative, hein. On peut le savoir, je suis beaucoup basé sur la théorie du docteur Del Bredesen qui a publié un bouquin qui s'appelle La fin d'Alzheimer, qui est sorti maintenant il y a une dizaine d'années, et dans laquelle il explique ce que c'est pour lui la maladie et comment en fait quel protocole il va utiliser par rapport à ça. Donc la maladie, c'est ce qu'on appelle la plaque bêta-amyloïde qui se forme dans le cerveau et qui en fait est une réaction de protection de l'organisme. C'est-à-dire que quand ça devient trop compliqué, le cerveau fait le choix de conserver des fonctions vitales comme la respiration au détriment de se souvenir, de pouvoir comprendre, de pouvoir imaginer. Et par rapport à ça, il y a différents facteurs qui peuvent rentrer en compte. Il y en a même 36 selon lui qui contribuent à cette maladie. Et on peut les regrouper en trois axes, qui sont l'inflammation, les carences et l'exposition aux toxiques. Donc on a des carences, ça peut être des carences de facteurs qui vont être utiles pour le cerveau. Donc on a tous ceux qui sont destinés au cerveau, c'est-à-dire la vitamine D, la B9, les oméga 3. Alors la problématique, c'est qu'on peut se dire, c'est que avec notre nourriture actuelle, on serait censé pouvoir avoir tout ça, sauf que bah, ce soit l'agriculture intensive ou trop de stress, enfin tout l'environnement toxinique en fait qu'on peut avoir qui amène des carences. Vous avez d'autres idées de sources de carences Oui, c'est aussi qu'on consomme aujourd'hui beaucoup de calories vides, entre guillemets. Enfin, l'alimentation moderne n'est plus forcément aussi nutritive que ce qu'elle était avant. Il y a tous les perturbateurs endocriniens qui vont aussi empêcher plein d'assimilations, les antinutriments. Enfin, on a tout un cocktail qui fait que on pourrait être super bien nourri parce qu'on est dans un pays riche avec plein de ressources et en fait, on l'est plus du tout. donc on a les carences et puis après on rajoute aussi le trop de toxines, trop de métaux lourds, donc ce qui s'appelle maintenant les éléments traces métalliques. Et ben là c'est tous les produits ultra transformés, la pollution de l'air, la pollution intérieure, la pollution de l'eau, les maquillages. Ouais, tous les produits d'hygiène qu'on va se mettre sur la peau. Et enfin, il y a la réaction inflammatoire, en fait. Là, ça peut être des infections chroniques, la mauvaise alimentation, donc consommer trop d'oméga 6, trop de sucre, la résistance à l'insuline, des maladies auto-immunes, et aussi c'est là où intervient ce qu'on appelle le polymorphisme ApoE, et notamment ceux qui ont l'APO4. Et justement, qu'est-ce que c'est que ce polymorphisme ApoE? Donc ça nous permet de savoir en fait comment on va gérer le cholestérol dans notre corps. Est-ce qu'on va bien le transporter ou mal le transporter? Et les ApoE4 sont ceux qui vont mal le transporter, et qui donc trop de cholestérol va leur être problématique en fait. Ils vont mal gérer le cholestérol.
Et donc pour continuer sur ce gène, on a trois variantes. On a le E2, le E3, le E4, et tout cela, ils viennent d'une évolution en fait de l'être humain. La théorie, c'est qu'on avait les grands singes qui consommaient des fruits et légumes et qui étaient tous E4, E4, parce qu'on a deux allèles, on a un papa, un maman. Donc on peut avoir les combinaisons E3, 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 E4, E2, E3, ces combinaisons-là. Donc eux, ils étaient E4, E4. Ils consommaient du coup des glucides, mais pas notre sucre, notre blé actuel, et très peu de gras. Ça, c'était il y a 400 000 ans. Et puis après, ça a évolué vers il y a 200 000 ans, où là, il y a eu la chasse qui s'est mise en place, et donc du coup, il y a eu une consommation de gras animal, et là, on serait passé sur le polymorphisme E3. Et puis après, la théorie, c'est que les êtres humains se sont déplacés dans les régions plus froides, et dans ces régions plus froides, en fait, là, c'est des animaux qui ont encore plus de gras et ont trouvé beaucoup moins de glucides. Et donc là, ça serait là que serait apparu le polymorphisme E2. Donc quand on a le polymorphisme E4, on a 7 fois plus de risque de développer une maladie Alzheimer, parce que c'est une maladie qu'on dit qui est inflammatoire. Et le 4, en fait, lui, il réagit fortement à l'inflammation. C'est-à-dire que quand il se faisait une coupure, quand il y avait des parasites ou une blessure à l'époque, il fallait un processus inflammatoire qui agisse très fortement pour pouvoir se résoudre. Et dans notre monde actuel, en fait, on n'a plus besoin de ça. Donc c'est là où est la problématique. Alors peut-être déjà rappeler pour pas faire peur à tout le monde que la génétique, ça détermine pas le fait qu'on va avoir une maladie. Hein. C'est tout ce qu'on appelle l'épigénétique, on va dire c'est 70 à je sais pas, 99%. Ouais, ouais, ouais. À partir de 60, on va dire un gros 70 et 30% de génétique. Donc, ça nous laisse quand même une fenêtre énorme pour faire de la prévention, et notamment pour ce type de maladie. Et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de faire ce live aujourd'hui, parce que ce test ApoE nous permet vraiment de pouvoir avoir des orientations sur quelle alimentation est faite pour nous, sans tâtonner, on va dire, pendant des années à tester des trucs sans savoir vraiment si ça nous convient, et du coup à faire de la prévention. Et c'est totalement comme ça que fonctionne l'épigénétique en fait. Mm. Et donc du coup, nous, on a découvert ça, c'était au tout début de notre formation, on nous en a parlé. Ouais, il y a 4 ans déjà, ouais. Voilà. Et je pense on a enfin tous les trois, mis pas mal de temps en fait à se décider à faire le test, parce que enfin il y a ce côté un peu, on va avoir peur du résultat, de se dire est-ce que je suis prédestiné à ça ou à telle autre problématique, sachant que les ApoE2 ont une autre problématique en fait qui est pas Alzheimer mais qui est la DMLA, qui est plus présente. Et enfin c'est vrai que moi si je parle de mon cas. C'est quand j'ai vu mon taux de cholestérol, alors que j'ai une alimentation, on va dire, saine, hein, entre guillemets, plus saine que la plupart des gens, je pense. J'ai vu que mon taux de cholestérol était au plafond, que je me suis dit, qu'il y avait un problème. Et j'avais d'autres signes où on fait de l'iridologie, j'avais un signe dans l'iris aussi qui m'indiquait que je gérais pas bien les lipides. Là, je dis, bon, on va quand même faire quelque chose, parce que si je peux agir avant, même si je le sais, voilà. Mais enfin, moi, je vois avec mes clients, parfois, ça leur fait peur, en fait, de faire ce test. Ouais, et c'est vrai que on a mis du temps, mais pour le coup, surtout quand on fait des études de naturo et qu'on entend plein de choses en termes d'alimentation, de signes à voir, etc. Il y a un moment où on se dit non mais il faut vraiment quand même qu'on ait une orientation parce qu'on pourrait partir dans tous les sens. Et c'est vrai que ce test a l'avantage de donner cette orientation, donc on a tâtonné et puis finalement on l'a fait quasiment tous en même temps, donc c'était déjà en mars dernier. Avec Tennessee, on a testé nos conjoints aussi, ce qui fait que aujourd'hui, on a une répartition entre guillemets entre les différents APOE. On a chacun nos résultats. Alors, je sais pas, vous avez envie de donner votre résultat? Moi, je peux le donner en tous les cas. Donc, On garde le suspense. c'est ça. On garde le suspense jusqu'à la fin. Donc, c'est peut-être pas très intéressant. Mais du coup, voilà. Bah, moi, pour ce qui me concerne, donc je suis E3, E3, comme la majeure partie de la population. Voilà, je suis pas quelqu'un d'original. J'ai fait E3, E3. Mais par contre, mon mari, lui, est E2, E3, donc qui est relativement rare. Et donc, ça fait qu'à la maison, il a fallu s'adapter au fait qu'on n'avait pas le même APOE, et du coup s'adapter aussi au fait que du coup nos enfants potentiellement sont ou l'un ou l'autre. Et donc, finalement, c'est l'alimentation familiale qui a évolué avec ça, quoi. Oui, parce qu'il faut expliquer quand même que, effectivement, vu qu'il y a les deux allèles, quand on est E3 et E2,
c'est le 2 qui va l'emporter, entre guillemets, puisque c'est celui qui va avoir le plus besoin de lipides. Et de la même façon, celui qui est E3, E4, et ben, on va se tourner, pour nous, c'est un ApoE4, parce que c'est celui qui va demander le plus de... Enfin, c'est plus important de faire attention à sa partie E4 qu'à sa partie E3. La Mm. même chose pour le 2. Parce que ça arrive hein, que quand mes clients reçoivent leurs résultats, ils se disent, ah bah c'est bon, je suis E3, E4, donc on choisit lequel ou c'est bon, je suis à moitié bon, entre guillemets. On choisit le pire. Et on choisit le pire. Sachant que le pire, sur le E3, E2, on en reparlera après, c'est pas forcément le pire, quoi. Même E4 finalement, hein. Il y a des avantages et des inconvénients dans tous, on va dire. Mm. Et puis on va montrer aussi que du coup la nourriture qui est propre à chacun, c'est assez loin du régime actuel de la plupart des gens. Oui, parce que je sais pas s'ils ont bien saisi, enfin les personnes ont bien saisi derrière leur écran que quelque part ça détermine vraiment comment il va falloir qu'on mange. Au départ, on cherche finalement, enfin, je pense que entre nous, on voulait connaître notre APE déjà pour savoir si on avait des prédispositions à la maladie d'Alzheimer. Et enfin, peut-être à équivalence, on se rend compte que cet APE nous permet de déterminer ce qui est meilleur pour nous, ce qui est vraiment notre carburant. Enfin, c'est ce que j'explique à mes clients. Ouais, Et ouais. quel est en fait, voilà, c'est C'est vrai que 98, souvent, 95 gasoil, quoi. ouais, on part du fait que bah, peut-être dans notre famille, dans nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., il y a eu des malades d'Alzheimer. Et c'est vrai que bah, ça fait peur à tout le monde, hein, faut pas rêver, les maladies neurodégénératives, voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même un motif fort pour le faire. Mais en même temps, ça donne tellement, tellement d'informations sur comment manger, même s'il n'y a pas que ça, on pourra peut-être en parler à la fin si on a encore un peu de temps pour nous aider à déterminer tout ça. Et, euh, et l'individualisation reste de mise. Mais du coup, voilà, c'est des informations précieuses que finalement tout le monde devrait faire ce test pour se faciliter la vie derrière, quoi. Est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet à parler du coup des différents APOE? Allez. Ouais. On va commencer avec toi d'ailleurs. Allez, eh ben, alors du coup, moi j'ai présenté le ApoE2 non pas parce que c'est le mien, mais comme je vous l'ai dit, c'est celui de Bourbary, donc c'est pour ça que c'est moi qui ai la palme pour avoir celui-ci. Alors déjà, effectivement, peu de gens dans la population ont cet ApoE, c'est celui qui est le moins courant, on va dire. Et il est intéressant dans le sens où si c'est un ApoE qui a les personnes qui ont cet ApoE ont l'alimentation qui convient, on va l'appeler un petit peu l'ApoE de la longévité, parce qu'il leur permet d'être en bonne santé très longtemps. Euh, et par contre, si en revanche il est plutôt déséquilibré, ça va être des gens qui vont avoir surtout tendance aux troubles digestifs, euh, à une propension à grossir, donc des risques d'obésité, etc., assez importants. Et ce que disait tout à l'heure Aurélien, à la DMLA. Donc la DMLA, c'est la dégénérescence pardon, maculaire liée à l'âge. Donc on commence à avoir une espèce de petite tache permanente devant les yeux et on finit par être aveugle. Donc mine de rien, c'est pas non plus voilà, c'est plutôt bien d'avoir de la prévention pour éviter ça, quoi. Et donc, du coup, cet ApoE-là, donc vous avez E2, E2 ou E2, E3. Alors, E2, E4, on n'en parlera pas, parce qu'apparemment, c'est tellement rare que j'ai jamais eu l'information sur qu'est-ce qu'on fait quand on est E2, E4. Je sais pas si vous avez fini par comprendre. Mais Je crois voilà, bon, que ce qu'on fait, c'est vraiment là, faut vraiment utiliser la biologie pour savoir essayer un régime, essayer l'autre et voir. voilà, faut vraiment aller plus loin et investiguer parce qu'on n'aura pas de choses toutes faites, entre guillemets, parce que c'est un peu les deux antinomiques qu'on a mis ensemble. Mm. Donc, l'idée là, c'est ce qu'on appelle un régime very high fat, very low carb. Donc, ça veut dire très riche en graisse et très pauvre en glucides, voire pour les E2 et E2, E2, pas du tout de glucides, aller vers le cétogène. Euh, Là, donc on est plutôt, sinon pour les autres, sur un cétogène pas total parce que on va quand même mettre des glucides
dedans, et la quantité de glucides qu'on va pouvoir manger va aussi dépendre de son activité physique. Donc, si on fait du sport, quelle quantité de sport, ou si on a un travail physique, ça nous permettra de manger un petit peu plus de glucides. Mais ce qui va être hyper important, c'est donc l'apport en gras. Donc ça veut dire quoi l'apport en gras? Bah, ça va être déjà dans les produits animaux, toutes les viandes, surtout les viandes grasses, les abats, le gibier, euh, les œufs, les produits laitiers. Alors pas dans une moindre mesure. Si on donne on va dire, j'ai essayé de faire dans ce qu'on mange beaucoup, etc. pour faire un petit peu une pyramide. Donc on va partir sur tout ce qui va être légumes plutôt non farineux. C'est quoi un légume farineux? C'est du type patates douces, carottes, panais, courges, etc. Ça, c'est les légumes farineux. Donc, on va plutôt aller vers les légumes non farineux. Les produits animaux pour les protéines, donc les viandes, les produits de la mer, les œufs, le poisson, les fruits de mer. Euh, et puis, tout ce qui va être ensuite l'apport lipidique, donc tous les oléagineux. Euh, Noix, amandes, noisettes, etc. Au niveau des huiles, énormément d'huile d'olive, éventuellement l'huile de lin, l'huile de chanvre et tous les aliments gras type l'avocat, les olives et du coup leurs dérivés, hein, le guacamole, la tapenade, etc. Un petit peu de produits laitiers et puis on va limiter ce que je vous disais, tout ce qui va être glucides, donc un petit peu de fruits mais pas beaucoup, quelques féculents mais plutôt ce qu'on appelle les pseudo-céréales type sarrasin, quinoa, amaranth, un tout petit peu de légumes farineux. Et puis, on va éviter tout ce qui va être céréales, donc les pâtes, le pain, le riz, les céréales à gluten. Et évidemment, on va éviter les produits transformés, mais ça, j'ai envie de vous dire, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est bon pour tout le monde. Tous les APE peuvent éviter les produits transformés et ultra transformés. Voilà. Et grosso modo, c'est vraiment le régime où il faut y aller à fond sur le gras, ne pas avoir peur du gras. C'est pas ça qui fera grossir les E2 du tout, du tout. Au contraire, c'est l'apport glucidique en sucre. Voilà, c'est vraiment l'habitude à prendre de mettre un max de gras et je sais que ça peut être très bizarre au départ. Moi, je sais que mon mari au tout début, il dit non mais là, peut pas exagéré quand même. Et puis finalement, il se rend compte qu'il en voit des bénéfices, quoi. Pour résumer, le gras, c'est la vie. Exactement. Comme nous Voilà. le dirait ce cher Caradoc, le gras, c'est la vie. Voilà. Et c'est quoi les bénéfices parce- Ce qu'il a pour l'instant vu, c'est surtout sur les troubles digestifs, en fait, où il se rend compte que dès qu'il mange trop de glucides, ça va pas, alors qu'en temps normal, ça va, quoi. En gros, c'est surtout ça. Après, je vous cache pas que pour le moment, c'est quand même dur de totalement être dans ce type de régime quand on a une vie où on est en déplacement, par exemple. Voilà. Parce que dès qu'on peut pas gérer de A à Z son repas et qu'on doit aller acheter quelque chose quelque part, ça devient très très dur d'éviter les glucides dans le monde dans lequel on vit, quoi. Voilà. Mais le principal problème, si je me trompe pas, c'est sur quoi on pose notre gras? Ben oui, Sur quoi on étale notre gras, en fait? Pour la parce que cuillère. bon voilà, la tapenade à la cuillère, bon. Ouais. Alors Moi, c'est vrai que bon après on trouve des trucs, hein, genre on a essayé les pains avec des oléagineux et des œufs que font notamment les cétogènes, etc. On arrive à trouver des recettes quand même qui restent sympas. Et c'est vrai qu'il faut faire un switch dans son cerveau en fait, de dire ben on n'est pas obligé de toujours avoir du pain, des machins comme ça, d'accompagner son repas d'un petit peu de céréales ou de pommes de terre et tout, même si on peut toujours en avoir une petite partie. Et du coup, ça pousse en fait les E2 à faire soit ils ont un boulot physique, soit il faut qu'ils fassent du sport en fait, quoi, pour mériter leurs glucides entre guillemets. oui, et moi, je sais pas si ça arrive, mais quand tu rentres au supermarché et que tu dois faire les courses pour faire ou- là, tu te dis, ou un apéro. C'est là, en fait, que on se rend compte qu'on a des habitudes et qu'on a, enfin, qu'il y a quelque chose à se faire switcher, quoi. Et c'est là-dessus aussi qu'on accompagne nos clients pour leur dire, ben, oui, c'est un changement, mais vous allez voir, ça va bien se passer. C'est pas si compliqué.
Ah, mais Ouais, pour l'apéro, après ça, tu fais un mousse, une tapenade, tu mets des morceaux voilà. de carottes. C'est un peu moins sexy que des chips, ça, c'est sûr. Moi, tu portes des carottes dans ta tapenade et Mm. Ben oui, 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 les endives aussi servent de support. Voilà, c'est plus du dips que de la tartine, en fait. Voilà. Et du coup, tu voulais rajouter quelque chose sur les E2, Maëlle? Bah écoute, non, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qui était important. Juste simplement ne pas oublier quand même dans cet apport de gras important que pour éviter l'inflammation, il faut quand même avoir un bon rapport oméga 3, oméga 6. Et que du coup, comme on mange beaucoup de gras, ça demande quand même je vais pas y arriver, de énormément avoir d'apport en oméga 3 du coup. Donc vraiment pas oublier bah, notamment les petits poissons gras, voire de se supplémenter en oméga 3 pour éviter d'être trop dans l'inflammation avec trop d'oméga 6 quoi. Ben, je vais ouais, pouvoir... pardon. ça veut pas dire que comme tu ne peux manger du gras, que ça va être pizza, fromage tous les jours à gogo, quoi. Faut pas Ouais, c'est ça en fait. Il faut quand même réfléchir à quel type de gras et enfin, voilà, c'est ratio quoi. Prendre l'habitude oui, c'est du gras, mais c'est du bon gras. Ouais. De toute façon, en E2, tu peux manger la pizza, mais sans la pâte, quoi. Bah, c'est ça. Tout de c'est suite que moins marre. Mais du coup, je peux rebondir là-dessus parce que typiquement, avant qu'on on modèle notre régime selon notre ApoE, mon conjoint et moi, on mangeait la même chose et on a fait un test d'acide gras. Et il se trouve donc qu'on mangeait la même chose, puisque c'est moi qui cuisine. Et, euh, et quand on a fait donc notre test des acides gras, qui est un test qu'on aime bien en tant que naturopathe, parce que ça nous donne vraiment la vision du niveau d'inflammation dans le corps, et surtout de l'inflammation qu'on déteste, c'est l'inflammation de bas grade, qui nous crée une inflammation constante dans le système digestif. Cette inflammation constante qui, justement, peut avoir une influence sur l'inflammation cérébrale qui conduit aux maladies neurodégénératives, et cette inflammation de bas grade qui conduit à la majeure partie des maladies auto-immunes qui fleurissent et se développent de plus en plus. Et donc, ce profil des acides gras donne aussi les acides gras qui sont en excès ou en carence dans l'alimentation. Donc, vraiment, c'est un bon guide aussi. C'est pour ça qu'on aime bien le faire. Eh bien, ce niveau d'inflammation, donc moi, je suis ApoE3, voilà, reveal. Donc, je suis ApoE3 comme Maëlle, donc comme 75% de la population. Et mon conjoint est ApoE. Et donc, euh, lui, il est revenu avec au double de la mienne, en fait. Voilà. Alors que, pour moi, c'est aussi voilà, une preuve. Alors que, bon, il avait aussi comme signe un cholestérol assez haut, euh, dans les normes, mais plutôt haut. Voilà. Mais pas de maladie neurodégénérative dans sa famille. Donc vraiment, on a été un petit peu étonnés en recevant le résultat. Et voilà, pour vous dire que finalement, effectivement, les ApoE4 sont beaucoup plus sujets à l'inflammation. Et donc, effectivement, moi, j'avais, on va dire, peur un peu de faire ce test. Enfin, voilà, parce qu'une fois qu'on sait, on peut plus faire semblant de pas savoir, quoi. Et donc, ça veut dire bah, modifier sa façon de se nourrir. Et ça, c'est souvent quelque chose que nos clients ont du mal à accepter, entre guillemets. Je m'excuse si vous entendez du bruit. C'est trop. non, Prenez, non, non, ça va, on t'en cool. Donc, en gros, la peau 3, c'est la peau 2 en plus mousse. En plus sympa. Non, en moins drastique, on va dire. Et comme je vous disais, c'est 75% de la population. Donc, c'est plutôt le kidam. Et
Et qu'est-ce que ça change dans l'alimentation? On a la même base de fruits et légumes, la même base, je vous dis la même base que les ApoE2 dont vient de parler Maëlle. Légumes et fruits qui sont de l'assiette, qui font la moitié de l'assiette. Ensuite, on a tout ce qui est protéines animales, avec les œufs, les produits de la mer, et puis les viandes, qu'elles soient grasses et maigres. Et puis tout la viande, mais ça c'est valable, voilà, hein. On laisse pas de côté les abats, on ne mange pas que du maigre, c'est-à-dire pas que du steak, pas que des beaux morceaux entre guillemets, mais un peu de. Puis effectivement, on fait aussi la part belle aux bons lipides. Donc tous les lipides de fruits, que sont les olives, les avocats. Donc on vient après faire des tapenades, du guacamole, du houmous. Ça, c'est cool, du moment qu'on ne l'étale pas sur du pain, on peut. Et puis les oléagineux. Et les oléagineux, je dois dire que ça, c'est un peu ce qui sauve à la fin d'un repas à POE3 quand on aimerait bien un petit quelque chose sucré. Euh, Parce que finalement, souvent, quand on se tourne vers le sucré, c'est parce que on a encore faim. Et si on a encore faim, c'est qu'a priori, soit on n'a pas apporté assez de protéines, soit on n'a pas apporté assez de lipides. Donc, alors que enfin, moi, dans mon éducation, on finit un repas sur du sucre. Et donc, du coup, tant qu'on a faim, et ben, on mange du sucré. C'est un peu ça l'histoire. Ben là, finalement, on va venir chercher peut-être des oléagineux. Et dans ce cas-là, ben, c'est bien d'en avoir fait tout le temps tremper et d'en avoir au frigo pour pouvoir les taper dedans. Voilà. Et je dis oui, c'est important de les tremper parce qu'en fait, les oléagineux, c'est des antinutriments. Donc, ça vient bah, faire en sorte qu'on n'ait pas les vitamines, les oligo-éléments de ce que nous a apporté en fait les autres fruits, légumes et juste les autres aliments, quoi. Mais tu Et peux, enfin, comment? je veux dire, enfin, tu peux finir par des fruits si tu veux du sucré, t'es pas. Oui, C'est ce voilà. que je veux dire, ouais. Ouais. Et du coup, faut pas. C'est-à-dire que si tu finis par un fruit et que tu as encore faim, faut pas en prendre deux, trois, quatre. Oui, c'est ça. Elle avait déjà passé le fruit en dessert quand elle te dit, il faudra un petit truc en plus. C'est ça. Ouais. Je vais peut-être prendre une cuillère d'huile d'olive, un peu de gras, tu vois, pour C'est ça, hein. passer. Mais limite, voilà, tu viens taper ton bout de beurre ou ton huile d'olive pour avoir ce sentiment de satiété, en fait. Ouais, ce qu'il faut rappeler aux gens, parce que la plupart pensent parfois que c'est ce gavet de glucides que ça les remplit, sauf que c'est pas ça qui apporte la satiété, c'est vraiment ça, c'est les protéines, le gras, et aussi le fait de mâcher tous ces aliments très lentement, faire de la bouillie, parce que la plupart des gens, ils avalent en fait. Enfin, moi, j'ai été comme ça, j'avalais mes aliments sans même les mâcher. Ouais, Donc, mais et tout à comme fait. on dit, un estomac, ça n'a pas de dents, quoi. Donc, c'est. C'est ce C'est que ça. je répète à mes enfants un peu tous les jours, désespérément. Mais oui, voilà. J'ai mal au ventre, ben oui. Je suis à mâcher parce que son estomac, lui, n'a pas de dents. Donc, si t'envoies un gros morceau dans l'estomac, bah, il est obligé de checker jusqu'à arriver à en faire de la bouillie, quoi. Donc, effectivement, mâcher, et puis, effectivement, on a le temps le rapport entre le début du repas et l'envoi au cerveau. Voilà. Plus on va mâcher, plus on va prendre son temps pour manger, et meilleur sera le sentiment de satiété naturelle, en fait. Voilà, et on ajoute effectivement les légumes, tous les légumes. Par rapport à la l'ApoE2, on y rajoute les légumes racines pour les ApoE3, euh, qui sont donc glucidiques. Et on peut y ajouter, enfin, on a les pseudo-céréales comme
comme les ApoE2, sont effectivement de notre rythme de vie et de notre énergétique. Et Mm. puis on a les légumineuses qui peuvent faire office de glucides aussi chez la POE3, bien préparées évidemment. Voilà, tremper toujours. Voilà. Et moi, ce que j'ai pu voir comme bénéfice avec le 3, en passant le 3, c'est une légère perte de poids qui était désirée. Enfin, voilà. Et un confort digestif. Un confort digestif, donc voilà, moi, une tendance au ballonnement. Le ventre gonflé, voilà, le sentiment de gonfler après le repas. Là, en enlevant les, les pâtes, le riz, tout ça, euh, confort digestif incomparable. Voilà. Ok. Euh, oui, ce que je voulais dire, c'était que c'est pas parce que la POE3 est, enfin, est le régime qui convient à 75% de la population que ça veut dire que c'est valable pour actuellement ce qu'on mange. C'est-à-dire que si on fait l'état des lieux de ce que mange, je sais pas, un Français moyen, euh, il va falloir changer. Vous avez vu qu'il y a beaucoup moins de glucides et il n'y a pas de produits de toute façon. Et donc, du coup, il n'y a pas de pain, ou si c'est du pain, c'est de temps en temps, et c'est du pain avec des pseudo-céréales. Donc voilà, par exemple. Voilà. Ouais. Et puis, c'est tout en haut de la vide. Donc c'est un tout petit morceau de son repas. Donc voilà, les glucides, ça va pas être à tous les repas, par exemple. Mm. C'est vrai Donc, qu'on dit souvent que le E3, c'est ce qui se rapproche du régime méditerranéen. Et c'est vrai que c'est le régime le plus prôné, on va dire, dans l'alimentation santé un petit peu partout. Mais souvent, quand on présente le régime méditerranéen, on a tendance à mettre beaucoup de glucides sous prétexte qu'on mange voilà, des céréales, qu'il y avait du pain au levain, etc. Mais en fait, dans leur ratio, c'était pas si important que ça dans l'assiette, quoi. Mm. c'est ça. D'ailleurs, il me semble que c'est effectivement avec le moment où en fait on s'est sédentarisé et qu'on a La développé naissance de l'agriculture. l'agriculture que là, je veux dire que le E2 était en PLS, quoi. Dire qu'on a aggravé les problèmes digestifs à ce moment-là. D'ailleurs, oui, tu l'as dit ça, que c'était les E2 qui avaient le plus de maladies digestives. Ouais, ça, c'est les troubles, enfin, c'est la conséquence d'un régime non équilibré chez eux, c'est les troubles digestifs. Après, clairement, il n'y a pas du tout que les E2 qui ont des troubles digestifs aujourd'hui, hein, parce que sinon ce seraient pas des personnes rares. Mais voilà, encore une fois, c'est pareil. Là, le E3, on limite les céréales. On apporte un peu de légumineuses, etc. Mais c'est exactement comme ce que tu disais tout à l'heure sur les oléagineux. En fait, il y a la préparation qui va tout changer. Nos ancêtres ne mangeaient jamais des céréales qui n'avaient pas été trempées ou fermentées, etc. Et il y a ça aussi qu'il faut du coup remettre dans nos habitudes alimentaires. De même qu'on n'en a pas parlé, mais que ce soit le E2 ou le E3, la part des aliments fermentés, lactofermentés est aussi très importante, que ce soit légumes lactofermentés, les kéfirs, etc. Ça doit faire partie de l'alimentation. Tout à Ça, fait. Du coup, ouais, c'est valable pour les trois. Exactement. Oui. exactement. Et finalement, tout ce qu'on ne peut pas faire tremper, donc, est à réduire au maximum. Alors, je pense par exemple aux pâtes. Ben ça, on sait très bien qu'on ne Ne va pas les les pas faire tremper la veille, fermenter. ça sert à rien. Voilà, on va pas les faire fermenter, voilà. Donc, typiquement, c'est un aliment qu'il faut consommer. Voilà, c'est un aliment plaisir qu'on consomme que de temps en temps. Et puis, le temps en temps va varier, qu'on soit E2, E3 ou E4. Voilà. Et j'en profite juste pour faire un tout petit focus avant que Aurélien nous parle du E4, comme du coup Tennessee et moi, on vous a dit qu'on avait une spécialisation enfant.
Qu'est-ce qu'on fait de tout ça avec les enfants? Alors c'est vrai qu'on a moins tendance à les tester, on pourrait, hein, mais c'est toujours, enfin voilà, on a moins tendance à le faire. Mais d'avoir fait les parents, ça donne quand même une orientation. Et on fera forcément des adaptations pour les enfants. Par exemple, les enfants ont besoin de féculents. Donc c'est pas du tout quelque chose qu'on va leur supprimer. Après, il faut pas qu'ils en aient en excès, évidemment, mais c'est pas quelque chose du tout qu'on supprimera dans l'alimentation, alors que ce sera peut-être le cas des adultes E2 ou E3, quoi. Mm. Ben, allons-y pour la peau 4 alors. Ouais. Donc moi ça m'a, comme je le disais, j'ai eu des indices quoi, un taux de cholestérol je sais pas, assez haut à 260, cholestérol total on va dire. Alors, on sait que ça veut pas forcément dire grand-chose, mais ça reste un indice en fait par rapport à ça. On mange correctement, un taux de cholestérol assez haut, qu'il n'y a pas de raison. Enfin, il n'y a pas de raison. Si vous allez voir la raison pour laquelle je pense que le mien était haut. Et puis des signes en fait d'iridologie. On a vraiment un signe qui s'appelle le gérotoxon qui apparaît, qui dit qu'on gère mal les lipides. Qui normalement apparaît quand on est vieux. Mais moi, à 40 ans, en fait, c'est déjà présent. Donc, un faisceau d'indices qui m'a dit il y a forte chance que j'ai un peau E4. J'ai fait le test, effectivement, je suis E3, E4. Donc on dit bah c'est la peau E4 qui s'applique. Sachant que par rapport à un peau E3, on a 7 fois plus de risque de développer une maladie d'Alzheimer si on ne fait pas attention. Et à ce niveau-là. Et après on a les E4, E4 où là vraiment le risque est encore beaucoup plus développé. Et là il faudra vraiment faire attention d'un point de vue extrême à certaines choses. Et le gros changement que moi j'ai dû apporter, c'était surtout d'enlever le fromage. C'est là Du laitier. tous les produits laitiers, c'est vraiment la chose à enfin, diminuer, voire à supprimer totalement. En fait, c'est la base. En fait, c'est toutes les matières grasses animales qui vont apporter apporter du cholestérol. Et comme on ne sait pas transporter le cholestérol dans notre corps, ben, en fait, ça va être problématique d'avoir trop de cholestérol. Et donc, du coup, alors moi, je mangeais tartine de pain et fromage après chaque repas. Tu vois, toi, c'est un dessert qu'il te faut, Tennessee. Moi, c'était mon bout de fromage. Donc, je pense que c'est ça qui a un peu fait flamber le cholestérol. Voilà. Mais ça, je fais ça depuis enfant. Donc là, ça a été du jour au lendemain, on enlève le fromage. Du coup, si je peux me permettre, on voit que voilà, on est attiré vraiment par les choses qui nous conviennent pas. Mm, Et c'est valable aussi pour nos clients. On dit, bah voilà, les personnes qui mangent beaucoup de fromage, on peut se dire bah naturellement, elles ne sont pas E4, alors que en règle générale, elles sont C'est plutôt E4. l'inverse. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu dises ça parce que on vous en parlera peut-être à la fin, mais on aime beaucoup écouter les vidéos du docteur Georges Mouton qui a beaucoup parlé et vulgarisé cette histoire d'ApoE. Et en fait, il explique qu'une fois qu'on a vraiment bien rééquilibré son régime, on peut faire confiance à ses instincts. C'est-à-dire qu'un ApoE2, si jamais il se met à avoir envie de glucides, bah, il pourra y faire confiance à ses instincts, c'est qu'il en a besoin. Par contre, tant qu'il n'est pas totalement équilibré, généralement, en fait, on va totalement à l'inverse, quoi. On a mm, envie de ce qui n'est pas bon pour nous, en fait. On n'a plus nos vrais instincts. Parce qu'il me semble que ce soit le gluten ou les produits laitiers, si on les gère mal, si on les digère mal, et ben finalement ça crée un peu des opioïdes dans le corps, donc ça vient en fait comme une drogue. Et comme si nos bactéries, comme les bactéries qui appellent au sucre, bah, les bactéries, bah, voilà, le microbiote en fait qui vient chercher sa dose, quoi. mm. C'est ça. Donc les deux sont inflammatoires. Donc que ce soit les laitages et le gluten. Et en plus, c'est le gluten qui se fait dégrader en opioïdes, et si on n'a pas les bonnes enzymes, ben c'est là où c'est problématique. Et alors ça, le gluten n'est pas une option à enlever forcément quand on est ApoE4. Par contre, dans le livre du docteur Bredesen, quand lui, il a des patients atteints d'Alzheimer en début d'Alzheimer, c'est vraiment systématiquement, il enlève le gluten en fait dedans. Mais alors, j'ai pas eu à l'enlever, même si là, ça fait un mois et demi que globalement, je l'ai enlevé de mon alimentation aussi pour améliorer les problèmes digestifs, la fatigue, pour améliorer d'autres problématiques en fait à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai supprimé le fromage. Je prends maintenant un petit bout de fromage par semaine. On sait bien, ça fait des économies. Ouais. Et on faut faire attention à tout ce qui est matière grasse animale, donc aussi les viandes qui sont grasses. Donc c'est la viande de mouton, la viande de porc.
Un peu la viande de bœuf, les viandes rouges, mais fait pas. On peut encore en consommer, pas de façon excessive, ne pas manger de la viande rouge tous les jours. Un peu moins problématique, mais on peut encore en consommer. Donc du coup, on a le droit à tout ce qui est les viandes maigres. Donc ça va être tout ce qui est volaille surtout, les œufs et le poisson. Alors là, je vais peut-être encore casser un mythe par rapport aux œufs, où on dit que les œufs, ça, c'est plein de cholestérol, ça apporte du cholestérol. Et en fait, il semblerait que ce soit basé sur une étude totalement faussée, parce que c'est une étude qui a été faite sur des lapins, qu'ils ont donné à manger des œufs. Alors, des lapins, ça ne mange pas d'œufs. Donc forcément, les lapins ont développé du cholestérol, et du coup, tout le monde a dit les œufs, ça donne du cholestérol, alors qu'en fait, pas du tout. On peut en manger en quantité, je pense que les chiffres, on peut facilement monter jusqu'à 15 à 20 œufs par semaine, en fait. La dernière recommandation que j'ai pu voir par rapport à ça. La cuisson joue un rôle aussi, c'est-à-dire qu'un œuf cuit dur va apporter naturellement plus de cholestérol, enfin va apporter du cholestérol, va faire monter le LDL, alors que l'œuf les moins, dont le jaune est le moins cuit, sera très très bon justement pour combattre le mauvais cholestérol. Mm. Et donc du coup, là, j'ai remis enfin, beaucoup plus de poissons, surtout dans mon alimentation. Donc très bien, c'est de mettre des petits poissons gras autant que possible, parce que là, bah, comme on a parlé tout à l'heure, Maël, c'est les oméga 3, c'est anti-inflammatoire et c'est bon pour le cerveau, donc autant en consommer. Et puis après, ben, les mêmes problématiques. Alors j'ai le droit à un peu plus de glucides que les autres ApoE. Gna 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 gna. Après, ça veut pas dire non plus qu'il faut se gaver parce que une des conséquences de trop manger de glucides ou les manger n'importe comment, c'est aussi la résistance à l'insuline et qui est aussi un des facteurs qui va amener vers des maladies dégénératives, neurodégénératives. Donc, en fait, il faut aussi faire attention à, on va dire, sa glycémie, son hémoglobine glyquée, son insulinémie, au final, et pas faire n'importe quoi à ce niveau-là. Donc on peut en manger un peu plus, c'est vraiment le régime méditerranéen dont tu parlais tout à l'heure, mais en enlevant certaines viandes et en mangeant du gras quand même. Donc on n'enlève pas tous les gras, on garde que les bons gras. Donc Et c'est vrai que tu as précisé la viande pour les graisses saturées, mais il y a l'huile de coco aussi qui est du coup à oui, éviter. c'est vrai. Ouais. L'aliment qu'on pense sain par excellence, qu'on voit passer dans toutes les recettes de gens dans la santé Ici. naturelle, ouais, c'est ça. Et qui finalement, ben, si on est à ApoE4, c'est pas bien pour nous. L'huile de coco et l'huile de palme, mesdames, enfin, il y en a de moins en moins maintenant. En fait, les gens font beaucoup plus attention à ça. Mm. Puis dans notre culture, on a moins l'huile de palme, ça dépend des pays aussi, Mm. où ils vont plus facilement utiliser l'huile de Non. palme. On l'a sur les Et produits ultra transformés, mais oui, voilà, on c'est les manger. c'est ça. Et aussi, on peut parler du végétarisme qui conviendrait le plus finalement à des personnes qui seraient APOE4. Euh, et bon, Et après, à le véganisme, contra... notre. à- je voulais juste dire, et à contrario, qui conviendrait le moins à quelqu'un qui serait ApoE2. C'est vrai Ouais. que c'est important de se dire il y a beaucoup de courants végétariens qui le font pour l'aspect environnemental, etc. Mais si on se focus sur un aspect santé, et là vous le voyez bien avec les polymorphismes, et ben en fait on peut se faire beaucoup de mal à vouloir être végétarien ou inversement, ça peut être très bien selon notre ApoE, quoi. Voilà. Du coup, Voilà, c'est légumineuses, oléagineux, enfin, c'est vraiment pour privilégier les protéines végétales, ça on peut à ce niveau-là. mais c'est vrai qu'un végétarien qui prend pas mal de poids et qui est vraiment dans l'inconfort digestif, ça pourrait être une question à se poser, Mm. un Mm, test à mm. faire. Et également, moi, ce qui peut dire, voilà, dans mon entourage, quelqu'un qui va cuisiner à l'huile de coco ou beaucoup avoir d'huile de coco, bah, je me dirais, bon, ça peut être cool de faire un test à 65 euros qui permette de savoir si je suis en train de, entre guillemets, bêtement me tirer une balle dans le pied en cuisinant à l'huile de coco, quoi. Mm. Mm.
Et du coup, inversement, parce que là on parle du végétarisme, mais inversement, quelqu'un qui mangerait énormément de produits animaux, enfin ou type ancestral, vous savez que j'aime bien ça, mais du coup, bah, qui est ApoE4, il va falloir quand même qu'il adapte carrément l'alimentation dite ancestrale, parce qu'en fait, il va se faire du mal pour le coup. Et Ouais. puis après, on peut aller creuser encore plus loin parce qu'un ApoE4 qui a un autre polymorphisme tel que le DIO2, bah, il va moins bien gérer les glucides. Donc ce sera un ApoE4 à la vie bien triste. Ce sera un ApoE4 qui, en plus de devoir faire attention à ses acides gras saturés, devra aussi modérer beaucoup ses glucides pour ne pas avoir de problème de thyroïde. Problème de thyroïde, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression d'en déceler chez 90% de mes clients. Ouais, c'est pareil. Ouais. C'est pas parce qu'on est obnubilé, hein. Ah non, On en voit partout. on fait la clinique et puis enfin, franchement, on coche 80% des troubles chez les gens, quoi. C'est assez fou. Ouais. Sans Ouais. qu'il y ait forcément d'ailleurs pour les gens qui ont déjà fait des prises de sang et qui se disent ouais, moi je suis tranquille, j'ai fait ma TSH, tout va bien, sans qu'il y ait forcément d'ailleurs de corrélation avec la prise de sang. Ouais. Et puis, je sais pas, enfin, si, je sais aussi vous, parce que finalement, quand on a des suspicions, généralement, elles sont assez justes. Voilà, une cliente qui va avoir un cholestérol haut et des maladies neurodégénératives dans sa famille, bon, bah, voilà, quoi. C'est quasiment cocher la POE4, quoi. Mm, Et une personne qui va avoir des troubles digestifs, une prise de poids qui n'est que exponentielle depuis des années, en fait, qui comprend pas en fait ce qu'elle fait pas bien, très généralement, elle n'est pas APO4. Surtout qu'on a diabolisé sur les prises de poids le gras. Exactement. On voit si t'es à peau E2, en fait, il faut manger du gras, c'est ça qui va te faire perdre du poids. Donc, ouais. D'ailleurs, par rapport au documentaire Netflix, celui qui rajeunit, enfin qui tente de rajeunir et qui arrive hein, plutôt pas mal, il a beaucoup plus de glucides sur sa base d'assiette hmm. euh, que... j'ai dit Ouais, quoi? de De lipides. glucides, t'as dit, ouais. Ah oui, Il est vegan, je il a crois, dans beaucoup Il le. est plus de vegan, ouais. lipides. Non, mais il a 50% de lipides dans son assiette, en fait. Hein. Hmm. Et on Ouais. sait pas, on sait Des pas s'il a fait glucides son qui sont ApoE ou pas, en minimes. fait. On ne connaît Oui, pas non, son c'est. APE, mais on sait, enfin, entre, je- comme on est assez caricatural pour prendre les choses, faut pas oublier que finalement, dans nos trois APE, on a une base de gras plus importante que la base de gras sain assiette de quelqu'un de lambda, en fait. On a Mm, plus mm. de gras que ce qu'on met dans l'assiette, et je parle de gras parce qu'un hamburger, c'est pas du bon gras. Quand on parle de bon gras, on parle d'huile d'olive, on parle de beurre cru, pas pour les E4, mais voilà, on parle de gras, de fruits, issus de fruits et issus de vaches qui ont mangé de l'herbe et donc qui contient des oméga 3 qui contient euh, de bons gras. Mm. Des vitamines, etc. Et les E4 ont beaucoup de bons gras à apporter, comme nous disait Aurélien, avec les gras des fruits, olives, avocats, et le gras des petits poissons gras. Donc il y a quand même beaucoup de gras sur nos trois assiettes, en fait. Ouais. Et juste donc pour dire, pour les gens qui chercheraient, le documentaire, c'est Don't Die de Brian Johnson. Enfin, Mm. sur la vie de Brian Johnson, pour ceux qui chercheraient. Et on fera, enfin, moi, je ferai un article de blog sur cette discussion. On mettra un peu toutes les ressources dont on a pu parler. On pouvait retrouver ça sur le blog. Et par rapport au gras, faut aussi dire que c'est pas parce que, enfin, alors dans mon cas, surtout à POE4, de supprimer tous les mauvais gras. En fait, le mauvais gras est quand même important pour initier la réponse inflammatoire. Oui, on l'appelle mauvais, mais en fait, c'est un. Enfin, si, on a les graisses trans, ça va être les mauvaises graisses.
Donc celle à tout prix à éviter, celle de l'hamburger dont on parlait tout à l'heure. Mais effectivement, après, tout à l'heure, je vous ai parlé du ratio oméga 6 sur oméga 3. Évidemment qu'on a quand même besoin d'avoir des oméga 6 dans son alimentation. On a besoin des oméga 9, on a besoin des oméga 7, etc. C'est pas, c'est exactement comme quand on disait bon cholestérol, mauvais cholestérol. En fait, c'est pas si simple que ça. On schématise souvent pour aller plus vite et vulgariser, mais parfois en vulgarisant trop, on finit par faire des erreurs aux gens, quoi. Voilà, bah, comme on dit régulièrement, il y a besoin de personnaliser. Pour chacune des personnes qu'on rencontre, on personnalise. On n'y a pas un schéma type. Il y a une base type, mais qu'on doit aller personnaliser pour que ce Exactement. soit le plus juste pour la personne qu'on a en face, hein. Et puis du coup, on en a parlé un petit peu rapidement, mais c'est vrai que pour avant de conclure en vous expliquant comment on fait le test, parce que peut-être vous attendez de savoir ça, mais ça va être une base et effectivement il y a des choses qu'il va falloir individualiser. On peut aussi faire un profil complet en allant rechercher d'autres polymorphismes, etc. On n'en a pas parlé par exemple, mais on a cité les produits laitiers pour le ApoE3 et le ApoE2, pardon. Mais en fait, bah, selon notre génétique, peut-être on pourra pas les digérer et donc on les enlèvera pour certains, alors que pour d'autres, on pourra les laisser. Enfin, il y a des petits détails, on va dire, qui vont bouger et là où l'individualisation a tout son sens. Et on peut aussi ne pas être prêt tout de suite à suivre totalement ce régime alimentaire. Je pense notamment à quelqu'un qui aurait beaucoup de troubles digestifs et qui va se mettre d'entrée de jeu à aller manger des légumineuses ou des crudités ou quoi, ça va peut-être pas du tout être possible. Et en fait, il faudra y aller progressivement. Et c'est là que l'accompagnement prend tout son sens parce qu'on a besoin d'être un petit peu guidé pour être en capacité ensuite de suivre la pyramide qui nous convient, quoi. Il faut rajouter à ça que l'alimentation, c'est une des bases, et qu'à côté, je sais qu'en tant qu'ApoE4, il faut faire attention au taux de vitamine D. Donc ça, c'est pas l'alimentation qui nous l'apporte, ça va être l'exposition à la lumière, alors, enfin, au soleil. Quand on habite dans le Nord, c'est un peu compliqué, voilà. Donc, plutôt se complémenter, faire pratiquer une activité physique, avoir des activités mentales aussi au fur et à mesure qu'on vieillit pour maintenir un cerveau éveillé. Comme je disais, faire attention aux prises de poids, la résistance à l'insuline. On peut rajouter, pratiquer un peu de jeûne intermittent. Enfin voilà, c'est vraiment tout un ensemble en fait qui accompagne l'alimentation. L'alimentation n'est pas juste le seul point d'attention de cette C'est façon-là. ça. On a fait le focus parce Arrêt qu'on du parlait de la tabac. peau, mais c'est une globalité, la santé, comme toujours. Mhm. Et on peut rajouter un des polymorphismes aussi. On a parlé pour le lait. Tennessee a parlé pour la thyroïde, qui va impacter sur la consommation de glucides ou de gras. Et on en a un sur l'amylase salivaire, qui nous permet de savoir si vraiment on est capable de dégrader les glucides. Donc, quand on combine tout ça, on peut savoir à quel point, en fait, on peut mettre des glucides dans son assiette ou pas. Donc, et là, ça demande de faire, enfin, plusieurs tests, d'avoir un budget conséquent, en fait, quand on veut faire Mm. tout. Donc, enfin, ça me permet de faire la transition un peu sur comment on se fait tester. Exactement. Parce que du coup, on va dire que le bon début, c'est de faire la peau. Ouais. Et donc sur ça, donc en France, c'est pas faisable. Donc on passe par des laboratoires en Belgique pour faire ça. Il faut passer soit par un naturopathe. Je sais que les médecins fonctionnels le font faire aussi. Bah, le médecin, à mon avis, c'est peu probable qu'en demandant à son médecin généraliste, il le fasse. Parce Ouais, qu'il... faut qu'ils sachent où le faire, ouais. Il y a peu de chances déjà qu'ils sachent ce que c'est. Ouais, ouais. Mais du coup, effectivement, soit médecin fonctionnel, soit certains naturopathes, pour le moment, j'ai envie de dire, parce qu'on ne sait pas combien de temps, nous, naturopathes, on pourra le faire, mais à l'heure actuelle, nous, on peut le prescrire. Et c'est un test qui fait 65 euros. Il nous faut quoi? Un bon Et mois pour avoir du résultat. ouais, qui est assez simple, puisque on reçoit chez soi un grand coton-tige, hein, ça rappelle la période du... Et ce coton-tige, on le met dans la bouche, là, comme dans les experts. On vient gratter l'intérieur de la joue et on vient donc mettre ce coton-tige dans une petite fiole qu'on envoie.
dans une enveloppe qui contient l'adresse et qu'on va tout simplement déposer à la poste avec un timbre belge. Attends, le français, ça marche aussi. C'est vrai, parce que moi j'ai mis un timbre français. Et du coup, ça se fait aussi par prise de sang, hein. Nous, on privilégie par le test salivaire, bah déjà parce que d'une on est naturopathe, donc on prescrit pas de prise de sang nous, et puis ça demanderait de devoir passer par le biais d'une infirmière ou d'un infirmier qui va nous faire votre prise de sang, etc. Là, vous le faites tout seul, bon, du coup c'est quand même beaucoup plus simple de faire comme ça en salivaire, quoi. C'est à peu près inratable, hein. Je vois Oui. pas comment on peut. Sauf si vous êtes vraiment pas gratté la joue, mais voilà. C'est ça. Donc c'est voilà, c'est simple, c'est super bien expliqué, et ça se fait très facilement, très rapidement. Et voilà, Et on puis a. du coup, c'est à faire une seule fois dans sa vie, hein. Ça, Ouais, c'est quelque chose qui bougera jamais, donc voilà, c'est 65 euros, mais une fois dans sa vie. c'est ça. Et moi, c'est vrai que je pense de plus en plus, par exemple, à faire tester mes enfants qui sont jeunes. Ça peut paraître, bon, bah, voilà, mais laisse-les tranquilles, tes enfants, voilà. Ah, c'est vrai que pour le coup, toi, tu as le doute sur le fait qu'il puisse être ou E4 ou E3, et c'est quand même pas du tout la même chose. Ouais, Donc c'est vrai qu'il y a quand même, plus je me dis que plus la prévention est faite tôt sur la peau E4, plus c'est intéressant pour justement la maladie d'Alzheimer. C'est vrai que moi, j'oscille entre E2 et E3, ce qui fait que on est quand même sur beaucoup de gras, pas trop de glucides. Ça reste des enfants, donc forcément, il faut qu'ils aient des glucides. Donc je me dis, je peux me permettre d'attendre et que ce soit une décision qu'ils prennent eux-mêmes quand ils seront en âge de le faire. Mais c'est vrai que j'avoue que si j'avais du potentiel E4, je pense que comme toi, je me poserais la question, quoi. bah, c'est ça, hein, parce que qu'est-ce qu'on va rajouter pour se faire plaisir à la fin d'un repas? Bah, mon conjoint, il va prendre peut-être une tartine de pain avec du foie de morue ou un poisson. C'est ça pour se faire plaisir à faire du repas et des gens ils doivent se dire, voilà, du foie de morue pour se faire plaisir à la fin du repas. Ah, Les gens chacun sont ses vraiment goûts, hein. bizarres. Mais voilà, bon, bah, moi, le foie de morue, je le prends plutôt en entrée de repas parce que du coup, c'est sans pain. Voilà, donc voilà, faut avoir faim. Mais moi, ça va être plus, ben voilà, un morceau de fromage sans le pain, du coup. Mais en fait, dans ma famille, il y en a un qui a le pain, l'autre qui a le fromage. Voilà, c'est... Voilà. C'est... Voilà. Et ensemble, on peut rêver à une tartine de fromage. Donc voilà, pour mes enfants, je me dis toujours, bon, bah voilà, sauce fromagère sur le légume ou plutôt, voilà, rajouter du riz, quoi. Ouais, ça, c'est une grande problématique, parce que ma femme ne s'est pas fait tester encore. Peut-être qu'un jour elle le fera. Je pense qu'elle a trop peur de savoir et de se dire, faut que j'arrête le fromage et les yaourts. Et du coup, quand on va faire gratiner un plat, et ben on n'a plus le droit de mettre de gruyère, quoi. Faut trouver des alternatives, donc des mix de noix de cajou, par exemple. Alors avant avec de la levure maltée, mais comme j'ai raté le gluten, je complique encore un peu plus la vie pour faire la cuisine. Ouais, c'est vraiment des problématiques auxquelles on pense pas comme ça. Et... C'est ça, ouais. C'est vrai que nous, on a tendance, quand on donne nos conseils aux familles pour gagner du temps et tout, de dire on fait pour tout le monde pareil parce qu'on n'a pas le temps de faire à manger pour tout le monde et que c'est quand même important de faire à manger maison. Mais là, on arrive à nos limites et du coup, notre cerveau doit travailler à comment faire pour à peu près tout le monde pareil et juste faire des ajouts ou où on enlève un truc, mais facilement. Donc ouais, c'est une petite complexité qu'on se rajoute un peu, mais en même temps, c'est pour le meilleur et pour une bonne santé. Du coup, ça nous donne beaucoup plus d'énergie pour faire tout ça. Et finalement, ça amène, enfin, pour ce qui est de mon cas, hein, de mix ApoE3, ApoE4, ben, je reviens à une cuisine encore plus simple, simplifiée, parce que finalement, le mieux, c'est même de faire des légumes assez simplement à la vapeur et de venir créer un petit panel de sauces qui peut convenir aux uns et aux autres. Et puis, il faut se dire aussi qu'on peut cheater entre guillemets une fois par semaine. Donc, une fois par semaine, je vais pouvoir faire un plat avec du fromage, par exemple, ou des produits laitiers dedans.
Et voilà, ce sera mon conjoint qui, voilà. Et puis moi, où je vais pouvoir apporter peut-être euh, plus de glucides. Voilà, plus de pommes de terre, carottes en plus grosse quantité ou Ok, les gens s'attendaient à des pâtes ou du pain, tu vois, mais pas, des pâtes. Parce que son cerveau est en train de se dire non, non, faut que je les oublie, faut que je les oublie. Voilà, oui, ou voilà, Non, si c'est vrai qu'un E3 peut se faire une soirée pizza, ce sera pas grave. Mm, mm. Voilà, de temps en temps, voilà. Et je voulais aussi parler de... Moi, je sais que mon conjoint, il y a eu une petite transition pour le fromage qui s'est faite, en partie en passant par le fromage vegan. Euh, il faut faire attention, en fait, à ce qu'il y a dedans. C'est un produit très transformé, hein, le fromage vegan, donc c'est à petite dose et tout, donc il les a à peu près tous goûtés. Il en est revenu, donc le fromage vegan reste au supermarché, hein. Mais je trouve que c'est important de dire, il y a beaucoup de fromages vegan qui sont faits en grande quantité avec de l'huile de coco. Donc c'est double peine. C'est-à-dire que c'est un produit très transformé et en plus qui contient de l'huile de coco qui a un acide gras saturé. Donc en fait, vous remplacez l'acide gras saturé du produit laitier par l'huile de coco. Donc en fait, vous n'y gagnez rien. C'est pas bon pour vous. autant manger du fromage. Autant manger Bon. du fromage une fois par semaine. Voilà, là c'est la période des raclettes. Et c'est le plat préféré de mon conjoint. Donc pour vous dire que l'instant n'est pas toujours bon, n'est-ce pas? Voilà. Bon, je crois qu'on a un petit peu fait le tour du sujet. Est-ce que vous aviez, pour conclure, un petit truc à rajouter, Aurélien ou Tennessee? Moi, je reste pour en Bonne dehors de la chance. peau de 4, le gras, c'est la vie. Le message que j'essaye de faire passer, parce que c'est, on va dire, 80% de la population qui devrait manger plus de bons gras. Exactement, je trouve que c'est une belle conclusion. Le gras, c'est la vie. Comme on vous disait tout à l'heure, Aurélien fera un article de blog où vous aurez un petit peu des sources, etc., que vous pourrez consulter si vous voulez aller plus loin sur ces sujets. Évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur nos chaînes respectives YouTube et nos comptes Instagram parce qu'on partage beaucoup d'informations sur la santé, sur les APOE, mais sur plein d'autres choses aussi. On mettra tout en Et puis, description. comment? On mettra tout en description. Exactement, on mettra en description. Également, eh ben, si vous êtes tenté par cette analyse, que vous avez envie d'approfondir le sujet et de consulter pour ça, bah, on est disponible aussi tous les trois pour vous accompagner, voilà, pour améliorer votre santé et mourir jeune le plus tard possible. C'est ça. Et je précise parce qu'on n'a pas dit qu'on consulte tous les trois en visio. Si on n'est pas à côté de chez vous, on fait des consultations en visio. Exactement. Allez, au revoir tout le monde. Bye À bye! bientôt.